Bonjour, on est en train de se repasser le film du déroulé. Bonjour, bienvenue. Notre session s'appelle « L'euro est-il vraiment un vecteur de richesse ?» Et évidemment, ce qui est important dans la question, c'est le « vraiment ». Mais pour introduire, c'est ma seule introduction ou presque, pour introduire cette session, un membre du Cercle des économistes, l'économiste Christian Saint-Etienne. Bien, bonjour à tous. Donc, oui, c'est une question absolument fondamentale. Hein. Nous avons aujourd'hui une Europe qui est en crise. Temporairement, elle va mieux, mais qui est en crise au sens suivant. Ce n'est pas un acteur stratégique au sens des conflits géostratégiques mondiaux. Hein. Pour utiliser une image, la Chine, les États-Unis, la Russie ont des stratégies de développement économique et d'influence sur le plan mondial qui sont ces stratégies qui sont extrêmement affirmées, et l'Europe n'existe pas. Hein, donc de façon extrêmement brutale et sans choquer les autres intervenants, vous avez, si c'était au billard, vous avez des grosses boules en fer chinoises, russes, américaines, indiennes, et vous avez 28 petites billes en bois, hein, qui en plus sont en train de se séparer en 27 plus 1, et effectivement les billes en bois se font toujours exploser par les grosses boules en fer. Donc la question fondamentale, quand on a voulu créer l'euro, l'idée était de indirectement aboutir un jour à une puissance stratégique européenne. De toute évidence, non seulement on n'est pas arrivé à la construction d'une puissance géostratégique européenne, mais on a plutôt, alors dans un premier temps, au moment de la création de l'euro, mais c'était en réalité indépendant de l'euro lui-même, on a assisté à un développement extrêmement rapide des économies des pays membres de la zone. Ce n'était pas totalement indépendant parce que le fait d'être qualifié a pu un peu aider les Espagnols ou les Italiens dans leur développement économique, mais c'était surtout parce que nous étions dans une phase de croissance économique mondiale extrêmement rapide. À partir de 2007-2008, donc la zone est frappée par la crise financière américaine, et le point clé qui est la situation dans laquelle nous étions en 2005, c'est que les effets dévastateurs de la crise financière américaine ont été ressentis à la puissance 10 en Europe par rapport aux effets ressentis par les Américains eux-mêmes. Vous vous souvenez qu'il y a dans 7-8 ans, au moment de la crise, on disait que l'euro allait être un bouclier face à la crise américaine. De facto, il a été un accélérateur de la crise et il a contribué à la dévastation des pays membres de la zone. Donc la question, évidemment, aujourd'hui, c'est l'euro est-il vraiment un vecteur de création de richesse? Comprenez la question, surtout, et c'est ce qu'on va attendre de nos panélistes. À quelles conditions pourrait-il redevenir effectivement et durablement non seulement un vecteur de création de richesse, à la fois au sens de la création de richesse, mais de la réduction de la divergence des performances? Et puis, dans un deuxième temps, malgré tout, derrière l'euro, il y a l'idée que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que l'euro peut être l'instrument de la création d'une puissance géostratégique européenne? Et là, ceci conduit évidemment à la vision des deux cercles. Un cercle, on utilise toujours ce mot avec beaucoup de précaution, en partie fédéralisé autour de l'euro, et puis un deuxième cercle de pays qui sont essentiellement dans le marché unique. Ce qui d'ailleurs pourrait être... Alors il y a un vrai intérêt à cette réflexion en ce moment, parce qu'on voit bien que les Anglais sont en train de prendre conscience du fait que le Brexit ne va pas être simple à gérer. Et une des portes de sortie qui permettrait aux Anglais, des portes de sortie de la situation difficile dans laquelle nous sommes, qui permettrait aux Anglais de éventuellement rester dans l'Union européenne, ça serait par miracle, sous quelle forme et par quels acteurs. Peut-être que les panélistes vont nous proposer des solutions, mais l'idée, ça serait d'imaginer une accélération de l'intégration de la zone euro qui permettrait
à l'Angleterre de rester dans un marché unique qui serait séparé de cette zone intégrée. Donc voilà toutes les questions qui sont ouvertes par le sujet qui est proposé, parce que derrière l'euro, il y a vraiment fondamentalement ces questions stratégiques. Alors juste... Christian, 1 minute. Quelques remarques extrêmement rapides sur le plan technique en 1 minute. À l'origine de la situation de la zone euro, cette fois non plus sous l'angle géostratégique, mais sous l'angle technique et financier, vous savez que quand on crée une zone monétaire, on analyse d'abord les critères d'optimalité pour déterminer si elle est optimale, cette zone, et s'il est justifié de créer une zone monétaire. On sait que la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, je ne le développe pas, et donc les travaux qui ont été menés depuis une dizaine d'années montrent que quand une zone monétaire à constituer n'est pas optimale intrinsèquement, il y a des conditions de réussite de la création de la monnaie. Ces conditions de réussite n'étaient évidemment pas vérifiées. Je pense que Olivier Klein parlera notamment de ces conditions de réussite. Et donc, la question, c'est d'abord expliciter les conditions de la réussite d'une monnaie unique quand elle intervient dans le cadre d'une zone monétaire qui n'est pas optimale, et ensuite se poser la question de savoir par quel miracle on pourrait demain arriver à se doter des institutions au sein de la zone euro qui permettraient à l'euro de devenir réellement un vecteur de création de richesse. Merci. Voilà donc la question. L'euro est-il vraiment un vecteur de richesse? Moi, je suis Alexandra Bensaïd de France Inter. Vous allez entendre donc chacun des panélistes. Ça va se dérouler de la façon suivante. Chacun va présenter son propos pendant environ 8 minutes. Et puis, il y aura une question de notre étudiant. Et puis, il y aura, je l'espère, des questions de la salle qu'on prendra avec le micro. Christian nous l'a bien expliqué. C'est un sujet qui nous ramène au passé, parce qu'on se souvient, et beaucoup, si je vois l'âge moyen de la salle, comme moi, beaucoup se souviennent de la promesse de l'époque. Hein. L'euro allait être un vecteur de richesse, l'euro allait nous apporter, c'est le thème des rencontres d'Aix, la prospérité. Et puis, il y a des questions à se poser, il y a des questions qui sont apparues très fortement pendant la dernière campagne présidentielle, en France, pendant les autres campagnes ailleurs en Europe. Donc ce que je vous propose, c'est d'écouter sur ce sujet, tout d'abord, Madame Pervenche Berès, bonjour. Bonjour. Vous, c'est le regard politique, puisque vous êtes une députée européenne, membre de la Commission économie. Vous coordonnez le groupe socialiste à la Commission économie. Et votre dernier rapport, c'est sur... Un budget pour la zone euro. Voilà, donc ça, on est déjà dans les... On ne sera pas seulement dans le bilan du passé, mais on sera également dans les solutions d'avenir. Aux côtés de Pervenche Berès, nous avons Stéphane Boujna, le président du directoire d'Euronext. Bonjour à vous. Alors vous avez vu arriver l'euro, puisque vous étiez à Bercy, de 97 à 99, vous étiez en bonne place pour le voir, oui. Oui, enfin, d'abord, j'étais à la périphérie de tout ça, et on était plusieurs. Il y en a d'autres qui étaient plus près dans la salle. J'ai vu Frédéric Lavenir, François Villeroy et quelques autres, suspects par fourniture de moyens qui devaient dans l'affaire. Donc, j'étais plutôt à la périphérie de ce projet. Mais c'était à cette époque-là, oui. Bon, et vous nous parlerez sans doute de la cohérence de la zone euro et des mouvements de capitaux. Et puis à mes côtés, Olivier Klein, le regard du banquier, puisqu'il est le directeur général de la BRED, qui est la banque commerciale du groupe BPCE, et qui est aussi professeur d'économie à HEC. Bonjour Olivier Klein. L'euro est-il vraiment vecteur de richesse? Est-ce qu'il y a une réponse très simple? Oui ou non, ça existe? Non, bien sûr, sinon il n'y aurait pas de débat aujourd'hui. Bon, alors, la parole est tout d'abord à Pervenche Berès, s'il vous plaît. Merci de ce débat qui vient toujours dans un bon moment quand on parle de l'euro. Je trouve que la question est un peu bizarre, parce que j'ai jamais vu qu'une monnaie suffise à créer de la richesse. Après, il faut quand même de la politique, il faut des gens qui savent se servir de cette monnaie. Et donc la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on se sert bien de l'euro pour créer de la richesse? Alors, en introduction, un petit désaccord sur la promesse initiale. La promesse initiale, c'est l'euro pour permettre la stabilité financière pour les acteurs qui veulent se servir du marché intérieur. Et donc c'est une espèce de bouclier par rapport aux dérives des marchés, aux turbulences des marchés, pour pouvoir mieux profiter du marché intérieur. C'est ça le point de départ. À partir de là, 3 éléments pour nourrir notre débat. Le premier, c'est sur les grands absents ou les grandes inconnus au point de départ, au fond. Et j'en voudrais en signaler 2. La première, c'est un espèce d'absent introuvable.
C'est l'idée que pendant très longtemps, il fallait faire de la coordination des politiques économiques sans se poser la seule question, qui était une question importante si on voulait créer de la richesse, qui était la question de l'investissement. Mais c'était une question qui était hors débat. Deuxième constat sur ce point de départ, c'est un espèce de présent invisible, dès le point de départ, qui est celui de la divergence. Les membres du comité de l'or pensent que les marchés vont de toute façon corriger les divergences entre les États membres et que donc on n'a pas trop besoin de s'occuper de cette affaire. Or, après l'effort de convergence pour adopter l'euro, les États membres divergent, en veux-tu, en voilà, source de création d'inégalités entre les États membres et de préoccupations aujourd'hui majeures. Partant de là, comment se comportent les outils qui sont à notre disposition ? On a mis en place 3 points. Le premier, on a mis en place des règles sans aucune intelligence économique, qui sont devenues tellement complexes que personne ne les comprend, et que surtout, elles créent un déficit démocratique absolument majeur pour des pays comme les nôtres, dont normalement le cœur, le moteur en termes d'arbitrage des politiques économiques ne peut être que la démocratie. Le deuxième outil dont on s'est doté, ce sont soi-disant des coordinations des politiques économiques. La coordination des politiques économiques, on le sait depuis longtemps, ça ne marche pas. Vous vous souvenez, la stratégie de Lisbonne, on avait dit qu'on allait faire la MOC, méthode ouverte de coordination. Tout le monde a aujourd'hui reconnu que ça ne marchait pas. Dans le domaine des politiques économiques, on est à peu près rendu au même constat, mais on n'a pas encore tiré toutes les leçons. Et finalement, ça veut dire que le seul acteur actif et utile dans toute cette période, ça a été la Banque centrale, au-delà même parfois, certains le considèrent, de son mandat, et qui, à travers le quantitative easing, a mené une politique offensive qui a permis de sauver l'économie européenne dans les années qu'on vient de traverser, mais qui comporte pour demain un risque majeur, compte tenu du risque de retour d'une hausse des taux d'intérêt, d'une part, et d'autre part, d'une sortie de cette mise sous perfusion des économies européennes à travers le quantitative easing. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose, c'est qu'il faut quand même avoir conscience que quand on parle du caractère optimal de la zone euro, même si Mme Le Pen a fini par comprendre que les Français étaient très attachés à l'euro et qu'elle ne pouvait pas gagner, même si elle n'avait pas la capacité par ailleurs, aucune chance d'être présidente de la République si elle proposait aux Français de sortir de l'euro, je ne crois pas que de redonner la niaque aux Français en leur proposant de faire de la zone euro une zone monétaire optimale, ce soit très vendeur. Et pourtant, c'est une lame de fond majeure dont il faut s'occuper. Donc on a un problème de comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on permet une appropriation de cette indispensable avancée à l'opinion publique. Une fois ceci résolu, il y a 4 pistes indispensables à poursuivre. La première, c'est poser la question de l'investissement à l'échelle de la zone euro, ce qu'on appelle le aggregate fiscal stand, désolé d'employer des gros mots, mais savoir qui évalue, comment est-ce qu'on pose la question du niveau d'investissement à l'échelle de la zone. Deuxièmement, je n'ai pas le temps de développer évidemment la constitution d'un budget de la zone euro qui ne peut pas être qu'un outil punitif, mais qui doit bien être un outil de soutien à la convergence, à l'investissement, à l'amortissement des chocs asymétriques. Troisièmement, une orientation des outils de l'investissement à l'aune de l'objectif du 0,2 degré. Et ça, je l'ajoute, parce que ce n'est pas toujours dans le cœur du mental de ceux qui s'occupent de la zone euro. Or, on ne peut pas faire l'économie de se servir de ce biais-là pour porter aussi, et ce n'est pas pour alourdir la barque, c'est parce que je n'imagine pas une stratégie d'investissement de la zone euro ou un budget de la zone euro qui n'intègre pas dans ses prérequisites le 2 degrés de réchauffement climatique, ce qui suppose que les pays de la zone euro est un autre langage quand il s'agit de la régulation des marchés financiers et de la mise en place de l'union des capitaux. Et dernier point, c'est la question de la clarification. Les Britanniques vont s'en aller, peut-être pas. S'ils restent, moi je considère qu'ils devront rester adhérer à l'euro. Vous voyez mon niveau d'ambition. Et indépendamment de ça, lorsqu'ils vont partir,
la question du principal marché financier qui est en dehors de la zone, qui a justifié un accommodement avec les pays qui n'étaient pas membres de la zone euro, sera derrière nous. Et donc pour les autres, il faudra en venir à cette clarification. Le cœur de l'Europe, c'est la zone euro, avec une capacité d'entraînement qui doit être entière. Voilà le niveau d'ambition que je vous propose pour pouvoir répondre pleinement à cette question. L'euro est-il vraiment un vecteur de richesse? On a encore du boulot devant nous. Merci Pervenche Berès. À vous, Olivier Klein, de nous donner votre niveau d'ambition. Directeur général de la BRED et professeur à HEC. Il m'a demandé de le souligner. 8 minutes. Parce que je suis plus légitime à parler comme cela que comme au premier titre. Au fond, je suis d'accord avec le fait que une zone monétaire, ça dépend de ce qu'on en fait et la façon dont tu l'utilises, mais ça dépend aussi de la façon dont elle est organisée. Et donc, il y a des modes d'organisation, des modes de fonctionnement qui facilitent la création de richesse et d'autres qui ne le facilitent pas. Donc, je pense qu'il faut quand même en parler. D'ailleurs, vous en avez parlé aussi. Donc, premièrement, quand on a créé la zone euro, c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aussi parce qu'on a proposé aux gens de la zone d'avoir une monnaie unique, ce qui était naturellement un symbole fort pour l'Europe, qui était très fort et très positif. C'était aussi pour faciliter les échanges intra-zones parce qu'il n'y avait plus de risque de change. Et on sait que quand on facilite les échanges, il y a une corrélation assez bonne avec le taux de croissance. Et puis, parce que, à mon avis, et ça c'était quand même aussi un argument qui était assez fort, c'est quand vous gérez un ensemble de pays très interdépendants et que vous avez la contrainte extérieure qui s'exprime aux bornes de chaque pays, très vite vous butez en termes de croissance, parce qu'un pays qui aurait plus besoin, par exemple, parce qu'il a une démographie plus forte, croissant davantage qu'un autre, qui a plus besoin de croissance qu'un autre, si il se développe isolément, il va buter très vite sur sa croissance, sur sa contrainte extérieure, il va être obligé de limiter sa croissance. C'est ce qui se passait quand même beaucoup avec la France versus l'Allemagne, déjà avant la zone euro. Donc l'idée de dire que la contrainte extérieure dans une zone optimale, dans une zone monétaire complète, doit s'exercer aux bornes de la zone et plus aux bornes de chaque pays, donne évidemment des degrés de liberté supplémentaires pour accroître le niveau global de croissance. Et ça, c'était quand même très intéressant sur le papier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Je pense qu'il faut qualifier un peu le passé. C'est que de 2002 à 2009-2010, on a eu un rattrapage en termes de PIB par habitant d'un grand nombre de pays du Sud vis-à-vis du PIB par habitant allemand. Et on ne peut pas ne pas le constater. Mais ce qu'on ne peut pas ne pas constater, c'est que depuis 2010, il a rebaissé. Et donc, je vous donne quelques chiffres très rapidement. Au Portugal, par exemple, le PIB par habitant représentait, avant la zone euro, 50% du PIB allemand par habitant. Il est passé à 52-53%. Mais il a été réduit à 48% en 2016. Je prends la Grèce, qui est évidemment un cas beaucoup plus pathologique. 55% du PIB allemand en 2002, il est passé à 70% du PIB allemand, mais il a reculé aujourd'hui à 42%. Donc on voit bien les effets très forts et la rupture de la crise financière et de la crise spécifiquement de la zone euro. L'Espagne était à 68%, est passée à 75%, elle est repassée à 62%. Et maintenant, même l'Italie, qui était à 88%, beaucoup plus élevée par rapport à l'Allemagne, est passée à 90% en 2005 et a rebaissé en 2016 à 72%. La France était à 96%, donc très proche de l'Allemagne, est passée à 100%. Elle a reculé à 88% en 2016. Donc il faut avoir bien cela, parce qu'en fait, ça donne deux momentum, comme on dirait aujourd'hui, dans la vie de la zone euro. Un moment où on a eu de la création de richesses avec un rattrapage des pays du Sud, et un moment où, au contraire, on va dans l'autre sens pour les pays du Sud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, les conditions de la soutenabilité de cette croissance n'étaient pas là. Et pourquoi? Parce que l'organisation, précisément, de la zone euro n'avait pas les éléments, les arrangements institutionnels qui permettaient cela. Et donc, cette croissance, pour partie, s'est faite à crédit. On a eu, pour la première partie de la période que j'ai citée, on a eu d'abord une évolution de la production industrielle depuis la création de la zone euro. Ce n'est pas lié spécifiquement à la création de la zone euro, mais il y a quand même des effets de corrélation, où on a vu les pays du nord de la zone euro avoir une croissance de leur production industrielle et une décroissance de la production industrielle du côté des pays du sud.
Et évidemment, de façon assez corrélée, même si ce n'est pas totalement corrélé, malgré tout, on a eu un solde de la balance courante qui a évolué de façon aussi totalement différente entre les pays du Nord qui avaient un excédent avant la zone euro de 2% sur PIB, c'est pas grand-chose, qui est passé à 8% quand je prends l'Allemagne plus les Pays-Bas, par exemple. Et la zone euro hors Allemagne et hors Pays-Bas est passée de 0% de solde de balance courante en 2002 à, en 2008-2009, moins 6%. Donc vous avez des pays du Nord qui caracolent en moyenne, enfin si je prends l'Allemagne et les Pays-Bas pour les représenter, à 8% en 2008, et vous avez moins 6% pour les autres. Il y a donc à l'évidence, pendant même qu'il y avait du rattrapage, des écarts qui se créaient, et tout ceci est quand même largement dû à des défauts intrinsèques de la construction de la zone monétaire, mais aussi à des politiques divergentes structurelles de certains pays par rapport à d'autres. Et j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'évidemment, sinon on n'a pas une vision exacte. Donc, une des raisons pour lesquelles ça a fonctionné comme ça, c'est qu'on n'a pas une zone monétaire complète, et on n'a pas de coordination des politiques économiques, c'est quand même dommageable, et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse jamais y arriver. Et puis, deuxièmement, on n'a pas d'éléments de mutualisation ni de transfert budgétaire, alors que dans une zone monétaire unique, normalement, il y a ces éléments qui facilitent naturellement la vie des pays pour éviter qu'il y ait des chocs asymétriques trop forts. Et du coup, quand on a une monnaie unique et quand on a une politique monétaire unique, eh bien, si on n'a pas les conditions réunies de ce que je viens de citer, ça conduit à une polarisation industrielle, ça facilite une polarisation industrielle qui a eu lieu au sein de la zone euro. On a quand même de l'industrie qui s'est déplacée vers les pays qui étaient les plus forts industriellement et qui ont accentué leurs avantages, pas non plus sans effort pour le faire, mais qui l'ont accentué grâce à leurs réformes structurelles également, mais aussi grâce au jeu de la zone euro, avec un auto-renforcement du phénomène des pays forts qui sont devenus de plus en plus forts industriellement et réciproquement pour les pays moins forts industriellement. Une politique monétaire qui a fait par construction un taux d'intérêt qui correspondait à la moyenne des pays et qui de ce fait pour des pays qui croissaient plus vite en rattrapage a donné des taux d'intérêt un peu faibles et du coup qui a facilité des bulles notamment immobilières ou des bulles de crédit, on ne peut pas ne pas le voir, et qui ont explosé par la suite naturellement. Et puis, de facto, quand vous ne faites plus jamais d'ajustement de change, si vous n'avez aucune autre politique pour aider un peu à la convergence, eh bien, il se passe un phénomène, c'est que vous donnez une prime aux pays qui sont les pays forts, qui ne profitent, enfin, qui n'ont pas de réajustement de la compétitivité par dévaluation des autres pays. Et de ce fait, ces pays profitent de cela, et c'est l'équivalent d'une sous-évaluation régulière, notamment de l'Allemagne, au fur et à mesure du temps. Alors, tout ceci, naturellement, a été complété par le fait que les marchés financiers ont failli pendant la période, puisque de 2002 à 2009, ils n'ont pas régulé les choses de façon spontanée, et que les pays qui accroissaient sans arrêt leur dette, leur niveau global de dette, n'est-ce pas, ou leur déficit de la balance courante, ont eu des taux d'intérêt qui n'ont cessé de converger vers les taux allemands, alors que si les marchés avaient bien fonctionné, eh bien, ces taux-là auraient dû monter pour tirer les sonnettes d'alarme et pour faire en sorte que les pays se régulent mieux, ce qu'ils n'ont pas eu à faire, puisqu'il n'y a pas eu ces contraintes. Donc, en fait, le manque de mécanismes d'ajustement équilibrés, le manque d'arrangements institutionnels suffisants, comme des coordinations de politique économique, comme les transferts budgétaires, mais aussi le manque de réformes structurelles internes à chaque pays du Sud, a constitué naturellement la base de la crise qui est éclatée en 2010, qui a été une crise de balance des paiements classique, un sudden stop, comme on appelle régulièrement, des pays du Sud, avec naturellement un arrêt de la mobilité des capitaux privés, qui ont cessé totalement de se déverser vers les pays du Sud, alors qu'avant ils le faisaient naturellement en provenance des pays du Nord, qui avaient des excédents courants, cessé complètement de financer. Donc les marchés financiers là aussi ont cessé de fonctionner, j'ai pratiquement terminé, ne vous inquiétez pas, et ceci a provoqué des ajustements symétriques, asymétriques totalement, puisque n'ayant pas les arrangements institutionnels qu'il fallait, ces pays n'ont plus qu'une seule possibilité, c'est de s'ajuster par le bas, en abaissant leurs coûts sociaux, en abaissant naturellement leurs coûts de production, en provoquant de l'austérité aussi, de façon à baisser leurs importations, d'un côté, parce que quand on baisse la demande, on baisse les importations mécaniquement, et de l'autre, évidemment, en abaissant les coûts, en retrouvant de la compétitivité pour retrouver de l'exportation. Et ça a évidemment un coût social,
et un coût politique très important. Et ça, c'est une sortie par le bas qui fonctionne bien dans le cas de l'Espagne, mais qui fonctionne peut-être plus difficilement ailleurs, mais avec un coût social, même en Espagne, très important. Pour finir, je veux dire que heureusement, comme Pervenche, que heureusement la BCE a sauvé la zone euro en réalité en 2012. Et elle l'a sauvée parce que la BCE a coupé les cercles vicieux qui s'étaient installés et qui étaient catastrophiques. Le cercle vicieux qui bouclait entre la dette des États et le taux d'intérêt qui flambait parce que la dette des États était plus crédible. Mais comme si les taux d'intérêt flambaient, ça rajoutait encore au poids de la dette des États. Et a coupé le deuxième cercle vicieux qui était entre les États et la dette publique et les banques, puisque si les banques portaient des titres des États, évidemment les banques allaient mal, si les États allaient mal, mais du coup, comme les États étaient obligés de refinancer ou de recapitaliser les banques, ça allait encore plus mal. Du coup, la BCE a sauvé, mais et je finis là, c'est ma conclusion, la BCE ne peut pas, même si elle porte remarquablement le sauvetage de la zone euro, elle ne peut pas, et elle le dit elle-même en permanence, être la seule à porter tout le temps les efforts. Et elle le fait remarquablement, mais elle le fait pour acheter du temps au gouvernement, qui ont deux choses à faire, et c'est répété de façon incessante par la Banque centrale, à juste titre, me semble-t-il. Ils doivent faire pour les pays du Sud et la France des réformes structurelles, parce que c'est ça qui va porter quand même le surcroît de croissance potentielle, et parce que, naturellement, l'Allemagne ne fera jamais d'efforts si les autres pays ne font pas de réformes structurelles, parce qu'il n'y a pas de raison d'être solidaire avec des gens qui ne font jamais d'efforts et qui vont tendre la main en permanence. Et donc ça, c'est crucial, c'est un nœud crucial. Et la fin, c'est cela, c'est que tout simplement, on a simultanément besoin, et la Banque centrale le dit aussi, de nouveaux arrangements institutionnels, des réformes structurelles de la part des pays pour redonner confiance à l'Allemagne et pour recéler la capacité à créer quelques éléments de solidarité, de budget, de ministère de l'économie, etc., budget sur des projets communs. Et si on y arrive, ça tant mieux, la France a beaucoup dans ses mains à faire. Merci. Alors Stéphane Boujna, Euronext, je vous laisse plus que 7 minutes évidemment, hein, puisque Olivier Klein est en excédent. On va essayer de rattraper ça. Alors il va falloir vous y mettre à plusieurs pour me faire court, hein, parce que ce n'est pas ma spécialité. Donc n'hésitez pas à me couper la parole quand vous l'estimez opportun. Plus sérieusement, le titre est un peu inapproprié parce que depuis l'invention de l'agriculture, la seule manière de créer de la richesse, et il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux, c'est l'innovation et le travail. Il n'y a pas d'autre manière de créer de la richesse que de trouver les bonnes graines pour faire pousser les bonnes céréales ou de croiser les bonnes brebis ou les bons bovins. Parce qu'on passe mieux l'hiver que si on continue d'aller cueillir des baies depuis 60 000 ans. Et ceux qui font la sieste passent moins bien l'hiver que ceux qui travaillent beaucoup. Et c'est une réalité assez profonde. Donc, penser que, en termes de one size fits all, que la monnaie peut être un vecteur de la création de richesse, c'est un contresens. Je ne sais pas si c'est économique ou pas, c'est un contresens historique. Les conditions dans lesquelles les hommes et les femmes créent de la richesse, c'est en inventant des choses qui marchent mieux que ce qui existait, ou en travaillant plus, ou une variante de travailler plus, en faisant un travail plus efficace, même s'ils travaillent moins, c'est-à-dire la productivité. Le reste, c'est autour. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la monnaie unique, ou commune, peu importe, est un vecteur de protection des chocs du reste du monde. C'est notamment, on a parlé suffisamment technique, un élément extrêmement puissant pour maîtriser nos taux d'intérêt, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on alloue l'épargne en investissement et en consommation. Ça c'est vrai, mais on voit bien que si c'est un vecteur de quelque chose, c'est plutôt un vecteur de souveraineté qu'un vecteur de création de richesse. Donc, je dis ça pas tellement pour faire du sophistiqué ou à deux balles, c'est juste parce que si on regarde la monnaie comme autre chose qu'un outil de souveraineté, de protection, de maîtrise de nos taux d'intérêt, et qu'on lui fait porter tous les malheurs du monde de nos problèmes de productivité, on fait juste un contresens et on fait partir le débat politique sur les errements qu'il a connus. Dieu merci, les sociétés européennes sont peuplées d'hommes et de femmes plutôt mieux formés et mieux éduqués à l'esprit critique que dans d'autres pays développés. Et donc, on a su échapper aux tentations premières dans lesquelles le débat nous entraînait.
Ce que je voulais dire, donc, c'est que c'est d'abord un sujet de souveraineté. Vous avez eu la gentillesse d'évoquer la fin du siècle dernier, quand les forces de progrès gouvernaient la France et que quelques-uns ici accompagnaient d'autres au premier rang, plus que certains, la création de l'euro. Moi, je voudrais rappeler une autre anecdote, parce que j'ai croisé le regard de Frédéric Lavenir ici. En 91 ou 92, on était dans un petit groupe rocardien qui essayait de faire de Michel Rocard peut-être un jour un président de la République. Et alors, on se réunissait parfois chez Michel Sapin, qui était ministre de l'économie à Bercy. Et alors, j'étais jeune avocat à l'époque, très impressionné par tout ça. Et quand on déjeunait là-bas, il y avait un moment absolument solennel, vers 13 h. Un huissier arrivait avec une petite sous-tasse, un beurrier, je ne sais pas ce que c'était, un truc brillant, et où il y avait le cours du Deutsche Mark et du franc. Et alors, Michel Sapin, avec une grande solennité, regardait ça, prenait un air inspiré, et puis, je ne sais pas quelle conclusion il en tirait, mais il y avait le sentiment que la chose la plus grave qui pouvait arriver pendant le déjeuner, c'est le nombre qui apparaissait sur le papier de cet huissier. C'est-à-dire, on est sorti de cela pour entrer dans un monde qui fait jaser les journalistes sur lequel, si on se permet d'avoir 7 minutes des finances en 5 ans ou de s'affranchir de la contrainte internationale, c'est précisément parce que l'euro nous abrite, etc. Mais la version positive de cela, c'est que nous avons gagné significativement en marge de manœuvre et en souveraineté. Donc c'est d'abord ça ce qui a permis l'euro. Sur le fait que l'euro n'est pas parfait et que donc il est condamné, et que c'est cette tentation du perfectionnisme, il y a au moins 2 raisons qui sont assez fatigantes. La version économique, c'est de dire l'euro n'est pas une zone monétaire optimale, donc il ne pourra pas résister au choc. Ça, c'est la version anglo-saxonne. C'est pas parfait. Donc vous allez voir ce que vous allez voir, et donc cette version intellectuelle s'accompagne d'une jubilation quand nous avons des crises en 2009 et en 2011. Et l'autre version politique, c'est la monnaie, c'est un attribut de la souveraineté, vous n'avez pas de souverain, donc ça n'est pas soutenable et la viabilité de votre monnaie est douteuse. Et je crois qu'il faut dépasser cela et accepter, reconnaître intellectuellement nous-mêmes, parce que nous on sombre trop vite dans ce piège intellectuelle, dans cette provocation intellectuelle dans laquelle veulent nous mettre les adversaires de ce projet de souveraineté. Et c'est-à-dire que la construction européenne n'a jamais été un jardin à la française. La construction européenne, ça n'est que des crises, que des compromis, que des choses biscornues, que des constructions... eh ben oui, parce que les 70 ans qui viennent de s'écouler depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui, avec tous ces compromis, ces trucs tordus, un peu bizarres, un peu sui generis, un peu inexplicables, méconnaissables par le reste du monde, pour nous, sur ce territoire-là, c'est significativement meilleur que les 70 ans qui ont précédé 1957 et qui clairement ont créé dans laquelle on a un deuil dans chaque famille et un monument aux morts dans chaque village. Donc il y a une profondeur de l'attachement à l'euro en tant qu'outil de souveraineté et d'indépendance qui n'a rien à voir avec ces imperfections qui sont celles de n'importe lesquelles des politiques européennes. Est-ce que la manière dont nous protégeons nos exploitants agricoles des aléas climatiques et dont nous régulons un peu nos marchés est l'optimum de la régulation des prix agricoles? Est-ce que la manière dont nous organisons nos institutions est, pour la prise de décision collective, un exemple de rationalité et de fluidité? Et y a-t-il beaucoup de démocratie avec 3 personnes pour le même job? Non, mais c'est comme ça. Et donc, il faut retrouver, je crois, ce qui manque le plus, c'est le sens de cette monnaie pour créer le lien social et et l'optimisme. Je dis ça parce que quand vous faisiez référence à la période 97-99, c'était ça. Hein. La raison pour laquelle, sur ces sujets européens, les choses marchaient un peu mieux, malgré les imperfections du traité de Lisbonne, etc., c'est que les voisins de la France, c'était Tony Blair, Gerhard Schröder, je crois Prodi, Gutiérrez. Bon, il y avait une confiance dans le projet qui était proche de l'enthousiasme. Et en fait, c'est probablement la chose qui manque le plus ou qui peut-être peut renaître dans les mois qui viennent si les choses continuent à bien se passer. Ce que je voulais dire aussi, c'est comment on retrouve la confiance des citoyens dans le projet. Moi, je suis surpris de voir 2 choses. La première, c'est que en dépit de tout le mal qu'on dit et qu'on pense de la construction européenne et de sa vitrine légale qui est l'euro, puisque finalement
finalement, l'Europe près de chez vous, c'est le billet dans la poche. C'est quand même la forme la plus concrète du projet politique dans lequel nous sommes embarqués. C'est l'argent qu'on utilise pour payer des choses. Et bien, tu l'as dit, c'est quand même étonnant de voir comment, mois après mois, année après année, quel que soit ce que les gens pensent de la construction européenne, l'adhésion à l'euro se renforce. C'est une réalité. Même Marine Le Pen, qui en avait fait son cheval de bataille identitaire, dont les éléments de confusion les plus visibles lors du débat du deuxième tour apportaient essentiellement sur la discussion sur l'euro. L'autre, c'était quand elle voulait fusionner Alstom et SFR. Mais en gros, il y avait deux moments de grande solitude. Et l'un d'entre eux, c'était sur l'euro. Quand vous pensez que c'était à ce point identitaire et qu'ils sont en train de délibérer ou d'ouvrir une discussion là-dessus, c'est bien vous dire que finalement, en Europe, aujourd'hui, parmi ceux qui veulent sortir de la zone euro, il reste, tu le disais tout à l'heure, l'AfD, et peut-être, c'est même pas sûr, et c'est à peu près tout. Donc, en réalité, ce qu'il faut maintenant, c'est enraciner le projet dans une dimension institutionnelle. Je ne vais pas refaire un truc ennuyeux à mourir sur le ministre des Finances européen, le Parlement de la zone euro, mais il faut juste avoir quelques idées simples. Ces idées sont archi-balisées. C'est que quand on hésite entre ce qui marche et ce qui ne marche pas, ou ce qui pourrait aller marcher plus vite et marcher un peu moins vite dans l'Union européenne, et surtout maintenant que les Anglais vont sortir, ou qui sont sortis, il faut plus faire de nœuds. Il faut dire que l'espace pertinent dans lequel on fait converger les solidarités les plus identitaires, c'est la zone euro. Quand ça traîne sur des bouts d'union bancaire, etc., il faut se dire, on met un accélérateur chez ceux qui ont déjà fait converger leur politique budgétaire et chez déjà ceux qui payent ensemble avec du vrai cash, des fonds de secours, etc. Quand demain, si ça ralentit sur la mise en place de l'union des marchés de capitaux, il faudra avoir le même réflexe. OK, ceux qui pensent que c'est trop compliqué, qu'ils le fassent à l'intérieur qu'ils le fassent en dehors, mais toute l'idée de la zone euro, elle est assez simple. C'est un projet politique dans lequel ceux qui essayent demandent poliment à ceux qui pensent que ça n'est pas possible de ne pas les empêcher d'essayer. Stéphane Boujna, merci. Je vous propose d'avoir la réaction, parce que je l'ai vu sursauter, la réaction de Pervenche Berès, peut-être, si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit. On a compris donc que la monnaie n'est pas le problème, la monnaie n'est qu'un outil. Il y a un grand attachement à cette monnaie, mais en même temps, on entend pas mal de critiques, la concurrence fiscale, la concurrence sociale, des services qui partent au Portugal, des industries automobiles qui se montent en Slovaquie. Voilà aussi ce qu'on entend au sujet de la zone euro. Donc, Pervenche Berès, vous avez dit, la coordination politique, ça ne marche pas. Il y a d'autres sujets. Il y a d'autres outils pour y arriver, pour faire que ça marche mieux. Non, dans le traité, quand on a adopté l'euro, on a mis un article magnifique qui dit les États membres considèrent que la coordination de leur politique économique est un sujet quasiment un bien commun. Je ne me souviens plus exactement du wording, il y en a sûrement qui le connaissent dans la salle, mais c'est ça qu'on a dit. Et la réalité, c'est que c'est le contraire. Enfin, je veux dire, d'abord, ils se mettaient en concurrence, et puis après, ils disaient qu'ils se coordonnaient. Mais se coordonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous engagez une réforme, je ne sais pas, du marché du travail, je prends cet exemple tout à fait au hasard, vous allez informer vos partenaires sur ce que vous allez faire. C'est ça, la coordination. Bon, personne n'en veut. La réalité, c'est ça. Alors, je suis totalement d'accord, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a une partie de coordination qui est utile. Et l'essentiel, ça veut dire que les ministres des Finances doivent se parler. Et ils doivent dire ce qu'ils ont envie de faire. Mais pour ça, pour qu'ils puissent se parler, mais ça, c'est une chose très importante, hein, parce que pour apprendre à se parler, c'est pas toujours facile. Et donc, comme on ne savait pas comment faire, on a mis des règles, on s'est dit ça va marcher. Comme on a mis des règles qui touchent aux souverains, sur des politiques qui sont souveraines, on n'a jamais pu les appliquer. Et après, on dit, mais comme on n'applique pas les règles, on n'a pas de confiance. Et on est dans un cercle vicieux. Alors qu'on partage un bien essentiel, qui est la monnaie. Et donc, comme cette coordination, elle ne se fait pas très naturellement, c'est une des raisons pour lesquelles, moi, mon premier élément de réponse, c'est de dire, il faut qu'il y ait un ministre des Finances qui ne soit pas là pour être le père Fouettard, mais pour coordonner la parole des autres. Pour leur dire, monsieur le ministre, vos projets d'investissement cette année, vous les voyez comment? Et que l'autre, sous l'impulsion du ministre des Finances,
européen puisse lui dire « Non mais là, regardez, vous avez quand même un problème avec votre éducation. Si vous la laissez filer, ça ne va pas aller. » Et puis ensuite, on se retourne vers madame d'un pays vertueux qui a une ministre des Finances femme, et on lui dit « Mais là, sur votre... » Aucun. C'est un plaisir. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'existe quasiment pas, ou en tout cas pas de manière efficace. Et ce que vous avez dit, on n'a pas mentionné, c'est très bien que vous l'ayez soulevé, c'est que quand on parle d'une zone monétaire, au fond, on ne s'est pas préoccupé de dire que dans l'espace de la zone euro, la question des minimums sociaux ou la question de la convergence fiscale allait devenir un point critique. Or, on a vu, les pays se sont fait concurrence à travers ce qu'on a appelé des dévaluations internes, c'est-à-dire que je baisse mon... Bon. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde suive exactement le même chemin, mais il faut savoir quel est le bon chemin pour travailler bien ensemble. Et pour ça, ça ne dépend pas juste de discussions bilatérales entre des ministres des Finances. On a besoin d'un espace plus intelligent de compréhension, de diagnostic de ce dont la zone euro a besoin et d'outils pour le faire fonctionner. Et c'est pour ça que dans le rapport que j'ai coécrit, excusez du peu quand même, avec un parlementaire de la CDU, et on est arrivé à ce que j'appelle non pas un compromis, mais un point d'équilibre, nous plaidons pour un code de convergence. Parce que dire toujours aux États, il faut que vous fassiez des réformes structurelles, bien sûr, tout le monde doit faire des réformes structurelles. Mais dit comme ça par Bruxelles, il y a une fatigue. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé quand on voulait aller à l'euro. Quand on voulait à l'euro, on avait les 3 critères, on avait des règles. Et je connais même des pays où on a dissous l'Assemblée parce qu'on n'était pas sûr d'arriver à respecter ces critères. Il y avait une appropriation par les États, ils voulaient en être. Et donc, c'était à chacun était responsable de faire ce qu'il fallait faire. Et c'est pour ça que nous proposons maintenant de mettre en place un code de convergence qui serait la clé avant de pouvoir accéder au budget de la zone euro. Et dans ces critères de convergence, j'en prends 3 très simples, 4, le niveau d'investissement, des éléments sur l'impôt sur les sociétés, des éléments sur le salaire minimum, et un 4e quand même sur la capacité administrative, parce qu'il y a un certain nombre de pays de la zone euro où cette question reste un problème. Olivier Klein, je vous ai vu acquiescer à Pervenche Berès, je vais essayer de les cliver, je vous ai vu acquiescer à ce que disait Pervenche Berès et puis sursauter à ce que disait Stéphane Boujnah sur la monnaie. D'abord, évidemment sur la coopération, enfin, sur la coordination des politiques économiques. Si on entend par là harmoniser toutes les conditions, ce n'est pas possible puisqu'on a des pays qui sont à des niveaux très différents d'évolution. Donc là, ce n'est pas possible. En revanche, si les dernières années, on avait pu faire un peu plus de coordination pour que l'Allemagne relance un peu quand d'autres étaient obligés, au contraire, de freiner, ça n'aurait pas été très mauvais pour la zone. Ça aurait peut-être être un petit peu plus optimal. Et donc, je crois qu'on a bien partagé ensuite les choses. Vis-à-vis de Stéphane Boujnah, je partage évidemment l'idée que ce n'est pas la monnaie qui crée la richesse, ça va sans dire. Et en l'occurrence, la façon dont on s'organise, la façon dont on fait les arrangements institutionnels, pour le coup, nationaux. Le marché du travail, la façon de faire les dépenses de l'État plus ou moins efficaces, etc. Sont des conditions aussi qui favorisent les possibilités de faire des gains de productivité, etc., etc., sont les conditions qui créent le potentiel de croissance. On le sait tous. Cependant, moi, je ne crois absolument pas que construire une monnaie unique n'ait aucun effet et ne conditionne pas la façon dont la croissance peut se faire ou pas. Autrement dit, ce n'est pas une question neutre, la monnaie. Si on crée une monnaie unique, il faut vraiment mettre les bons arrangements pour que ça ne freine pas et qu'au contraire, ça produise le meilleur. Et donc, on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main, comme je n'ai pas compris que tu le faisais, Stéphane, mais comme on pourrait éventuellement le croire, en disant il suffit d'avoir la dose d'enthousiasme et la croyance dans le fait que l'Europe va de toute façon se construire par assaut et à gambade, comme m'aurait dit Montaigne, pour la pensée. Donc là, moi je crois évidemment que l'histoire de l'Europe est une histoire de construction progressive, chaotique, etc. Simplement, il faut faire attention quand on construit la zone euro, à un moment donné on fait un saut. Si on n'a pas les arrangements institutionnels qui vont bien, on peut créer le pire.
Et donc on peut être finalement conditionner les choses pour que ça soit contre l'Europe. Et donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et il y a intérêt à avoir les arrangements institutionnels le plus rapidement possible pour pouvoir continuer à faire que les gens aiment l'euro et aient envie d'avoir l'euro, parce que ça sera un des éléments de stabilité et naturellement créateur de richesse. Donc ces arrangements institutionnels, il faut les produire. Et si on ne les produit pas, on sera quand même en problème tôt ou tard. Et là, ce n'est pas seulement une question d'optimisme ou de volonté, enfin d'optimisme pur. Vous voulez il faut que vraiment des le arrangements construire. institutionnels? Non, ce que je veux dire dans les arrangements institutionnels, c'est qu'il faut arriver à faire en sorte qu'on ait les éléments, et ce que j'appelle les arrangements institutionnels, c'est les éléments de coordination, les éléments mis en commun sur certains budgets, etc. Mais et un ministre peut-être de l'économie, etc., tout ça qu'on connaît par cœur. Mais ceci ne se fera de toute façon que si il y a la possibilité, alors qu'on n'est pas une nation unique, et alors qu'on a des souverainetés différentes, que s'il y a la possibilité pour certaines nations de croire que les autres ne vont pas tendre la sébille en permanence et ont évidemment la possibilité d'être solidaires quand il le faut, mais pas d'être solidaires ad vitam aeternam. Et d'où l'obsession allemande de l'aléa moral, qui pense toujours que si elle commence à dire qu'elle va distribuer davantage en faveur des autres pays et faire des transferts budgétaires, ces pays ne vont pas faire les réformes structurelles qu'il faut et que ça sera ad vitam aeternam. Et l'épargnant allemand, on peut le comprendre, n'en a pas envie. D'un autre côté, l'Allemagne profite de la zone euro. Et donc il est légitime d'avoir une négociation, mais elle passera que par la crédibilité des autres acteurs qui montreront à l'Allemagne que ce ne sera pas une situation de dépendance à elle ad vitam aeternam, mais que ça jouera dans tous les sens. Dans le fond, l'Allemagne, avant l'euro, était en situation, je le rappelle, où l'on disait qu'elle était un pays qui n'allait pas si bien que cela. Et avant les réformes Schröder, l'Allemagne était plutôt un des pays qui était considéré comme un peu malade dans l'Europe. Donc tout se retourne tout le temps, mais simplement, ça ne peut pas être ad vitam aeternam que des pays dépendent d'autres. La question serait donc, est-ce qu'on vit en ce moment un moment de retournement où il y a une évolution des mentalités, des pays? Mais je vais donner la parole à Stéphane Boujna avant de la passer à notre étudiant. Non, ce que j'ai voulu dire quand je parlais d'un système par construction baroque, c'est que on règle les problèmes, on y réfléchit beaucoup dans tout le continent, et puis on les règle quand il n'y a plus d'issue. Regardez la supervision bancaire, ou l'union bancaire avec ses différentes dimensions, supervision, résolution et garantie des dépôts un jour. On en a parlé pendant des années. Et puis un jour est arrivé une crise qui a fait que cette discussion intellectuelle était devenue une évidence. Et alors, surprise, surprise, en 2 ans, tout a été bouclé. Et en fait, ça marche. Alors, les banquiers centraux des différents États membres trouvent que parfois on a rajouté une couche de bureaucratie. À la fin, en réalité, ça marche plutôt bien. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça fait des années qu'on a un débat intellectuel sur le ministre des Finances de l'Union européenne et une forme de délibération parlementaire de la zone euro, avec en gros 2 options. Le caucus des membres du Parlement européen des pays de la zone euro se réunissant de temps en temps à Strasbourg, ou bien des délégations des parlements nationaux ou des commissions des finances des parlements nationaux se réunissant à Strasbourg en amont de leur propre saisonnalité budgétaire. C'est des trucs très bien. Moi, je n'ai pas regardé les choses dans le détail. Les 2 me vont, à condition que ça embraye sur des coordinations effectives. Ce que je veux dire, c'est que ça va arriver. Ça va arriver. Le départ des Britanniques va être un accélérateur de cette convergence. N'oubliez pas que de ce dont on parle, c'est une zone monétaire qui représentait à la louche 61% du PIB de l'Union européenne avant le départ des Anglais et qui représente à la louche 85% du PIB de l'Union européenne après le départ des Anglais. Ça veut dire que dans la pratique, il y a maintenant une forme d'identité en termes de génération de richesse entre la zone euro et l'Union européenne, et que ceux qui n'y sont pas, soit ceux qui ont les pays riches qui ont décidé de ne pas y être, les Suédois et les Danois, soit des pays qui sont trop pauvres pour y arriver, ou qui arriveront peut-être un jour, mais pas tout de suite. Donc c'est ça la zone euro, c'est quelque chose dans lequel sans être un spécialiste de la dynamique politique européenne, on a le sentiment que c'est bon, c'est pour bientôt, ça va arriver. Ce ministre des Finances, on va l'avoir, là il y a une configuration politique qui se dessine sur le continent qui montre que c'est pour plutôt sooner rather than later. Le saut parlementaire, il faut le faire, et puis il faut pas attendre tout du déblocage institutionnel, mais il faut en attendre ce qu'il est le seul à pouvoir régler. Donc, mais c'est vrai que derrière tout ça, j'insiste beaucoup, le fond de l'affaire, c'est
l'optimisme est, comme ça a été utilisé dans un autre contexte malheureux, le triomphe de la volonté. C'est-à-dire que la vraie différence pour permettre de résoudre les problèmes qu'on évoque, c'est est-ce que les leaders qui sont élus dans les différents pays démocratiques sont des leaders qui sont élus en étant entre heureux prudents ou heureux sceptiques ou heureux honteux, ou est-ce qu'ils sont élus en étant heureux, fiers, déterminés et conquérants, comme le nouveau président de la République française, qui est le seul leader d'un pays de l'Union européenne, qui fait campagne résolument sur ces thèmes-là et qui est élu massivement. Ça fait une petite différence dans la dynamique qui se crée le lendemain. Je crois beaucoup à ça, parce que si les responsables, les leaders n'assument pas cette ambition et n'underwrite pas la complexité et les incohérences ou les contradictions qu'elle porte en disant vous allez voir à la fin c'est toujours mieux qu'un deuil dans chaque famille et un monument aux morts dans chaque village et vous verrez, eh bien on ne passera pas les choses. C'est pour ça que on parlait à table tout à l'heure des billets de banque. Pareil, vous évoquez des trucs d'anciens combattants à la fin du siècle dernier. Il y avait, quand l'euro est sorti, ce débat sur qu'est-ce qu'on va mettre sur les faces des billets. Alors, il y a des gens qui sont plus près de ces sujets que moi, mais mon souvenir, c'est que ce débat a eu lieu. Il a été très vite enterré de mémoire pour deux raisons. La première, c'est que dès qu'on trouvait une personnalité européenne, de l'histoire européenne forte, on s'apercevait en grattant un peu qu'il ou elle avait toujours dit une saloperie sur un pays voisin et que c'était pas très cool. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y avait pas assez de grands scientifiques, de poètes et de grands écrivains pour faire assez de billets pour tous les pays, assez de billets de 5, 10, 20, 50, 100 et 200. Mais on voit bien qu'il y a un moment où l'ambition politique du projet suppose de l'incarner un peu plus. Moi, je trouve que ça serait pas mal de réfléchir à nouveau à cette situation. Quand j'ai vu l'hommage international et national à Simone Veil il y a quelques jours, je me suis dit, en regardant la télé, en voyant ses obsèques, je me suis dit, mais cette femme, elle a tout pour avoir sa tête sur un billet de l'Union européenne. Et il y avait plein d'Européens qui étaient là. Et je me suis dit, tiens, du coup, peut-être qu'il faudrait mettre Adenauer ou quelques autres qui, si on prend que les gens de l'après-guerre, eux, ils sont plutôt consensuels. Et certains d'entre eux sont morts maintenant. Donc, il y a quelque chose... Non, mais je veux dire, c'est pas comme... Ce qui facilite le consensus. Et donc il faut penser à des choses comme ça. Parce que, regardez, et encore une fois, c'est purement intuitif, mais d'autres banquiers centraux qui sont dans la salle, enfin, des banquiers centraux qui sont dans la salle peuvent le dire, regardez la jubilation des citoyens de l'Union européenne, quand ils s'ennuient sur un bateau, dans une queue, etc., à regarder l'autre face des pièces en euros. Le plaisir de la découverte des symboles nationaux des autres pays qui sont membres. C'est quelque chose qui incarne l'unité dans la diversité. Il faut arriver à faire les deux bouts, c'est-à-dire la monnaie, l'euro dans la poche, la citoyenneté, la souveraineté dans la poche, et le caucus parlementaire et le ministre des Finances. Mais si on ne couvre pas les deux bouts, ça va être un peu sec, ce truc. Stéphane Boujna, merci. On va passer la parole à quelqu'un qui n'a pas dû connaître beaucoup le franc et qui connaît, à mon avis, l'euro depuis qu'il a... quel âge, Vivien? On a Vivien... je ne vais pas y arriver. Vivien, je suis obligée de le dire, excuse-moi. Jbicheb, de l'École Polytechnique, qui a deux questions pour nos panélistes. Non, en fait, j'en ai qu'une. En fait, merci pour vos interventions, aussi bien passionnantes qu'éclairantes. Vous avez répondu quand même à pas mal de questions que je me posais. Mais voilà, vous avez parlé énormément de coordination, de convergence. Nombreux sont ceux critiquant justement que l'Europe, la zone euro, s'occupe d'affaires qui seraient propres aux nations. Je pense au livre d'Hubert Védrine, Sauver l'Europe. Dans ce livre, Védrine justement prône une refondation, une conférence de refondation de l'Union européenne, enfin de la zone euro aussi. L'idée, c'est vraiment de redéfinir clairement quelles sont les compétences propres à la zone euro et quelles sont les compétences propres aux nations. Et donc voilà, quand vous avez parlé de coordination, pour vous, qu'est-ce que vous voulez coordonner en fait? Vous voulez coordonner l'ensemble des politiques budgétaires? Vous voulez coordonner une politique sur le climat? Voilà. Concrètement, quelle coordination en fait? Pour quel domaine? On va demander à Pervenche Berès de répondre. C'est très concret comme question. Merci Vivien. Merci aussi d'avoir évoqué Hubert Védrine dans ce débat, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde lise Hubert Védrine comme il faut le lire. Parce qu'il se trouve que quand vous avez une discussion avec lui, il a eu un moment, il portait tout ce discours sur le thème il faut dire aux Français stop, on va arrêter de vous proposer toujours plus d'Europe.
Mais après, quand vous l'interrogez de savoir comment est-ce qu'on fait effectivement pour avancer dans le domaine fiscal, dans le domaine de la lutte contre le détachement des travailleurs, ou pour détachement des travailleurs qui se passe de manière correcte, la lutte contre le terrorisme, c'est à chaque fois plus d'Europe. Donc chacun porte le projet européen avec ses propres contradictions, mais je propose pour ma part, j'ai pas de réponse claire à votre question. Et c'est pour ça qu'avec Reimer Böge, nous avons avancé cette idée du code de convergence. Parce que la réalité, regardez, je vais prendre un sujet qui, quand on parle création de richesse maintenant, est très, pas uniquement à la mode, qui est une réponse de fond à beaucoup des défis que nos sociétés connaissent. C'est la question de l'éducation et de la formation. Et vous pouvez aller quasiment dans tous les conseils européens, vous cherchez la solution, on dira il faut plus d'éducation et de formation. Quelle est la compétence de l'Union européenne en matière d'éducation et de formation? Bon, on a fait le processus de Barcelone, on a fait Erasmus, il faut faire encore plus avec Erasmus. Mais honnêtement, moi je ne propose pas que de transférer tous les programmes scolaires et patacoufin au niveau européen. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est une compétence qui est bien nationale. Et pourtant, si vous voulez parler coordination des politiques économiques, eh bien, la question de savoir quel est le budget qui est consacré à l'Espagne, en Espagne, pour la formation des travailleurs, et les conditions dans lesquelles, d'ailleurs, parfois, ceux-ci sont ensuite victimes de brain drain pour aller travailler en Allemagne, est une question qui mérite d'être discutée au niveau européen. Donc, je n'ai pas de réponse simple à cette question complexe. Et la seule réponse que je vais vous apporter est de dire il faut que faire à chaque niveau ce qui est le plus efficacement fait. En matière d'éducation, ça veut dire que chaque État doit s'occuper de son rattrapage de ces jeunes qui partent du système scolaire sans formation et sans qualification. Et au niveau européen, il faut qu'on puisse organiser des passerelles. Il faut que la question de la reconnaissance des diplômes, par exemple, c'est une question européenne par essence. Voilà ma bribe de réponse. Mais j'ai l'impression que mon voisin n'est pas du tout d'accord. Votre voisin me promet de répondre en 1 minute parce qu'il va nous rester environ une poignée de minutes pour prendre 2 questions de la salle. Et j'aimerais beaucoup. Si je viens sur un plan plus technique, sur la coordination strictement économique, on peut voir 2 domaines, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres. Pour prendre des exemples, un, ce que je disais tout à l'heure, c'est la coordination des politiques conjoncturelles. Si un pays doit ralentir pour rétablir sa balance courante à court terme, d'autres peuvent accélérer, d'autant plus qu'ils ont des excédents de balance courante exceptionnellement élevés, anormalement élevés. Donc ça peut faire quelque chose de coordination. Le deuxième type de coordination, tout en ne faisant pas l'homogénéisation, parce que ce n'est pas possible, eu égard aux différents niveaux des pays dans leur développement, c'est de se poser la question de savoir où sont les minimums sociaux sans en faire les mêmes, mais les minimums sociaux sur différents types de sujets, pour qu'il n'y ait pas de dumping, mais que ça soit adapté à la situation du pays en fonction de sa possibilité concurrentielle, sa nécessité concurrentielle vis-à-vis des autres, sans faire du dumping. Ça peut se négocier. Il me semble que ça serait assez raisonnable dans une zone monétaire unique de pouvoir le faire. Merci. Y a-t-il donc des questions dans la salle? Oui. Alors, il y a quelqu'un tout au fond qui a levé la main tout premier. Je vais prendre ces 2 questions-là qui... Et puis... Oui. Alors, derrière vous, bon, allez-y, je prendrai le monsieur après. Pour vous exposer. Monsieur Boujna, tout à l'heure, vous avez parlé, et je comprends, la nécessité de l'euro et les avantages que cela a apporté. Mais moi, je partage ça. Mais je ne comprends pas pourquoi la Suisse tient à son isolement au sein de l'Europe. Elle a sa monnaie, elle ne paraît pas pauvre. Bon, bien sûr, c'est un paradis fiscal peut-être, mais comment retire-t-elle sa richesse? Pourquoi un petit pays au milieu de l'Europe, survit avec sa monnaie? Merci. Et je vais prendre en même temps l'autre question, s'il vous plaît. Oui, le monsieur avec le t-shirt blanc. Allez-y, je vous en prie. 2 remarques et pas de questions? Allez-y, on prend quand même. Je m'appelle Jean-Marie Battiston et je suis retraité de la finance et j'ai travaillé de nombreuses années avec mon ami Olivier Klein. Voilà. Alors, une remarque à Madame Pérez. Je voudrais lui dire, dans la ligne de ce qu'a dit Olivier Klein, que fin 2006, le taux de chômage en France était de 7,2% de la population active. Il était de 10,1% en Allemagne. La dette de l'Allemagne était de 68% du PIB.
alors que la dette de la France était de 64% du PIB. Or, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé les réformes Schröder. Donc, sans réforme de structure, il sera impossible de faire que la France revienne au niveau de l'Allemagne ou au niveau des pays d'Europe du Nord. Ça, c'était une remarque. Deuxième remarque, par rapport à la politique monétaire. La politique monétaire, elle peut aider à créer de la richesse, mais elle peut aussi aider à en détruire. Je vais prendre deux exemples, deux périodes. La période Trichet, sous Trichet, avec des taux d'intérêt élevés, un euro fort, on a détruit de la richesse. Sous Draghi, celui qu'on appelle dans la finance Super Mario, on a créé de la richesse et aujourd'hui, il a sauvé la zone euro et aujourd'hui, il a remis l'économie de la zone euro sur les rails. Donc l'important, c'est pas la monnaie, c'est la politique monétaire. Merci. Merci pour ces deux remarques. Je me tourne vers Stéphane Boujnah. La Suisse, pourquoi un petit pays qui n'a pas l'euro se porte très très bien sans l'euro? Parce que je l'ai dit, d'abord, je donne un élément de réponse. Hein. Je ne connais pas bien la Suisse, mais ce que je peux vous dire, c'est que je crois que c'est parce qu'ils innovent beaucoup et ils travaillent beaucoup et ils sont productifs dans le travail. Et donc, ils ont une industrie qui est puissante et innovante indépendamment de leur monnaie, qui est la puissance relative de l'industrie, notamment pharmaceutique, chimique en général, et même pas mal de mécanique électronique en Suisse existait avant que nous ne passions à l'euro et continue à exister depuis. Et ils ont un secteur financier puissant, mais même ce secteur financier n'a pas été abrité par la crise. Et c'est là où je veux revenir à l'aspect de souveraineté. Ils ont beau avoir leur franc, leur monnaie, mais quand arrivent des tempêtes sur les taux de change, ils se prennent de plein pot le choc. Je ne sais plus si c'était en 2014, la crise 15, la crise qui a été quand même un choc d'une puissance violente. Et bon, ça, ils ont fait des choix pour le meilleur et pour le pire. Et ils ont peut-être le meilleur, mais ils voient aussi passer le pire. Donc la Suisse, c'est aussi ça. C'est aussi un beau, magnifique pays industriel avec une magnifique industrie de la finance qui en réalité, même s'ils sont plus discrets que nous, a été beaucoup plus atteinte et le contribuable suisse a été beaucoup plus sollicité que le contribuable français pour sauver le secteur financier. Donc ce n'est pas le paradis qu'on imagine sur les services. Et quand arrivent des chocs de taux de change, ils les prennent là où nous les évitons. Donc voilà ce que m'inspire Trévensuel. Mais ce n'est pas un pays dont je connais suffisamment le développement économique avant que nous passions à l'euro et depuis qu'ils sont passés à l'euro pour pouvoir répondre de manière plus précise. Pervenche Berès, vous voulez peut-être répondre à la remarque sur les réformes de structure, mettre les choses au clair. Et puis j'ai une réaction dans la salle qu'on va prendre si vous voulez bien. Mais aussi sur Super Mario. Sur les réformes structurelles, si j'ai pu donner l'impression que j'étais contre les réformes structurelles en disant qu'il y avait une fatigue à l'égard des réformes structurelles, merci de me donner l'occasion de corriger cette impression. Chaque État membre doit faire son travail, sa réforme structurelle. On est dans un monde qui bouge, des évolutions des technologies. Qui peut penser qu'un pays qui ne s'adapte pas à la digitalisation de l'économie aurait quelque chance dans la compétitivité mondiale? Et ce pays, la France, est un pays qui a été protégé par le passage à l'euro et qui ne s'est pas toujours mobilisé pour, derrière cette protection, se réformer comme il devait le faire. Point acquis. Il n'en demeure pas moins que deux choses. D'abord, l'euro, et ça rejoint ce que vous avez dit sur le fait de partager une monnaie, produit des effets induits et a créé des interdépendances négatives entre les États membres de la zone et des divergences qui vont au-delà des réformes structurelles que les uns les autres ont fait ou pas. C'est un point très important dans le débat, parce que certains nient le caractère polarisant de l'euro. Or, il existe, en France, on a connu Paris et le désert français. À l'échelle de l'Europe, quand on parle du centre et de la périphérie, il y a un effet de polarisation du fait de l'adoption de la même monnaie. C'est un élément dont il faut tenir compte dans la façon de répondre à la question et du coup de poser la question des surplus, des déficits, etc. Mais rien de tout ça ne sera possible si ça n'est pas accompagné par une vraie stratégie de reprise de l'investissement public et privé, car ça a été un de mes points d'introduction sur lequel on n'a pas tellement développé mais qui est absolument critique. Le pacte de stabilité ne permet pas de soutenir l'investissement dans des conditions correctes et au contraire peut apparaître parfois comme un élément de désinvestissement, ce qui est mortel pour l'euro. Dernier point sur Super Mario.
Moi, j'ai voté contre lui parce que je pensais que dans Goldman Sachs, il était trop près des banquiers pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Mon copain Henri Weber m'avait dit, tu te trompes, comme il les connaît très bien, il va savoir leur parler. C'est Henri Weber qui avait raison. Mais Mario Draghi ne peut pas faire plus que de soulager les économies avec des opérations monétaires. Mais ce n'est pas ça qui fait des politiques économiques. Donc il donne juste du temps. Et ça, c'est un débat qu'on a vu dès 2007. En 2007, la Banque centrale met des liquidités dans le circuit et permet au ministre des Finances et au chef d'État et de gouvernement de gagner 1 an jusqu'à la chute de Lehman Brothers. À ce moment-là, ils sont vraiment obligés de monter à bord. Mais ils auraient pu le faire dès 2007. Et à chaque fois que la politique monétaire intervient, parce qu'elle est plus facile à mettre en œuvre, elle est fédérale, elle est entre les mains d'une seule personne. Donc il y a un pilote dans l'avion. Mais ce pilote ne peut pas tout. Il peut donner une respiration aux États membres. Et la difficulté, c'est de mobiliser les États membres pour qu'ils fassent leur partie du boulot, qui est une partie du boulot en interne, dans les réformes structurelles nationales, mais aussi en coordination, en création d'instruments d'amortissement des chocs symétriques, asymétriques, etc. Tout ce dont on a débattu. Merci Pervenche Berès. Pardonnez-moi monsieur, pardonnez-moi, sinon je n'arriverai pas à organiser ce débat. Je voudrais juste la réaction de quelqu'un qui est dans la salle et qui se présentera lui-même. Oui, bonjour. François Villeroy, je suis gouverneur de la Banque de France, donc membre actuel du Conseil des gouverneurs. Je voudrais remercier les panélistes et merci à Alexandra Ben Saïd. Juste 1 minute et 2 mots sur des choses qui ont été évoquées. Sur la politique monétaire, est-ce que vous avez dit, monsieur, sur l'opposition un peu facile entre Jean-Claude Trichet et Mario Draghi? Je crois qu'il faut beaucoup la relativiser pour 2 raisons. La première, c'est que c'est vraiment un travail collectif. Et je peux vous dire, d'autres peuvent en témoigner avant moi, c'est une décision où on discute autour de la table. Et donc, ce n'est pas méchant Jean-Claude ou Super Mario qui décide tout seul. Deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas beaucoup opposer les deux. Je rappelle toujours quelque chose qui est un peu oublié. La première fois qu'on a acheté des titres publics, y compris des titres grecs, et c'était peu orthodoxe, c'est Jean-Claude Trichet qui l'a décidé au printemps 2010. Donc voilà, je crois que la politique monétaire, avec une certaine constance dans la zone euro, a essayé d'accompagner ces années très difficiles de crise. Je ne vais pas être plus long pour vous expliquer le génie de la politique monétaire européenne. Mais le deuxième mot que je voudrais avoir, c'est par rapport à tout ce débat sur, effectivement, et Pervenche Berès l'a très bien dit, la politique monétaire ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus en coordination? Je dirais, moi, 2 choses très rapidement aujourd'hui, à ce moment favorable que nous avons. Le premier, c'est qu'il faut évidemment faire des réformes dans les pays, notamment dans ceux qui sont un peu en retard, comme la France, avec une très bonne nouvelle, c'est que les réformes en Europe, ça marche et c'est compatible avec le modèle social auquel nous croyons. Et ça, nous avons des succès comme ça autour de nous et pas seulement en Allemagne. Mais une fois qu'on a fait ces réformes-là, je crois que la deuxième chose qu'il faut faire, c'est des accélérateurs de solidarité. Et il y en a sur le plan pratique. Il faudrait aujourd'hui, si on fait des réformes en France, avoir de la relance en Allemagne. Et ça doit être un accord politique et économique franco-allemand. Et puis la deuxième chose, Pervenche notamment en a parlé, c'est qu'on a énormément d'épargne excédentaire disponible. Je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, 350 milliards d'euros chaque année d'épargne disponible pour faire plus d'investissements. Il faut qu'on mobilise ça au-delà du plan Juncker, notamment pour l'innovation, le numérique, la transition écologique, etc. Merci à nos panélistes, Stéphane Boujnah, Pervenche Berès, Olivier Klein. J'ai une très bonne nouvelle, Christian Saint-Etienne, il vous reste 2 minutes pour la conclusion, avec tout ce qui a déjà été dit. Donc d'abord, c'était un exercice d'extrême humilité, comme toujours pour les membres du cercle, puisque nous ne sommes pas censés intervenir, sachant que j'avais écrit beaucoup sur ces questions. Donc ça a été un exercice passionnant de vous écouter. Je dirais qu'en fait, ces débats, comme ceux qui sont menés sur l'euro au plan national et européen, montrent qu'il y a souvent une confusion entre les questions techniques et les questions de souveraineté politique. Sur les questions techniques, et Pervenche l'a dit, quand on crée une monnaie entre des régions différentes ou entre des pays différents, quand des régions et des pays différents adoptent la même monnaie, il y a un effet de polarisation automatique. Donc, c'est pour cela, pour ces raisons techniques, qu'il y a toujours automatiquement une contrepartie qui est la mise en place d'un budget commun qui opère des redistributions
afin de rendre supportables ces effets de polarisation qui conduisent donc à avoir des niveaux de vie différents. Si vous prenez la France, nous avons 13 régions. Dans la France métropolitaine, le niveau de vie entre l'Île-de-France et le Massif central sans redistribution, il serait de 1 à 5. Après redistribution, on est de 1 à 2. C'est souvent très mal compris, mais l'Île-de-France est une machine à créer des richesses et à les redistribuer. L'Île-de-France, c'est 31% du PIB de la France, mais seulement 22 à 23% de ses revenus. 8% du PIB généré par l'Île-de-France est redistribué sur le reste des territoires, ce qui a donné naissance à l'économie résidentielle, ce qui explique la prospérité des côtes atlantiques. C'est parce que les retraités qui vont sur ces côtes reçoivent les cotisations qui sont payées dans l'Île-de-France. Donc quand vous n'avez pas de redistribution entre l'Allemagne, la Grèce et l'Espagne, vous avez des effets extrêmement puissants. Donc, comme ces questions sont extrêmement complexes, je termine sur les aspects techniques, Alexandra. Oui, parce qu'il ne nous reste plus de temps du tout, Christian. C'est que nous avons 19 pays dans la zone euro et vous avez 50 États américains. Les 50 États américains ne sont pas non plus une zone monétaire optimale. Simplement, pourquoi les Américains, depuis 1913, qui est la période où on a mis en place la Réserve fédérale, ont survécu à toutes les crises, guerre mondiale et guerre froide, c'est parce qu'il y a un budget des États-Unis qui fait 20 points de PIB, qui est monté à 25 points de PIB dans la crise et qui opère une redistribution. Par ailleurs, entre les 50 États américains, les principaux systèmes fiscaux et sociaux sont fédéraux. C'est absolument clé. Medicare, Medicaid, Food Stamps, c'est fédéral. Trump essaye de revenir dessus, mais ça ne marchera pas parce que c'est une nécessité absolue de fonctionnement des États-Unis. Et l'impôt sur les revenus aux États-Unis est fédéral, la base de l'impôt sur les sociétés est fédérale, tout le système de fiscalité des marchés financiers est fédéral. Donc la question, à ce moment-là, passe du sujet technique au sujet politique. Alors, Stéphane a dit que c'était une question de souveraineté. Vous savez qu'il y a 3 éléments clés de la souveraineté politique des États, c'est la monnaie, le droit et l'armée. Le problème, je ne le développerai pas, je n'ai pas le temps, Alexandra, de toute façon, vous allez, je ne donnerai pas le temps de le dire. Je vous donne déjà plus, en fait. Mais simplement, vous savez que sur cette question de souveraineté, si on analyse la crise de la zone euro, on peut l'analyser sous l'angle technique, c'est-à-dire il n'y a pas de budget, il n'y a pas de coordination fiscale et sociale, et il n'y a pas un État fédéral qui prend les grandes options politiques. Aux États-Unis, on ne réunit pas les 50 gouverneurs pour prendre des options de politique économique. Il y a un secrétaire d'État au Trésor. Donc ça, c'est les questions techniques. Mais sur le système de souveraineté, je ne le développe pas, mais je pose simplement la question. Le problème du point de vue de la souveraineté de la zone euro, c'est qu'il n'y a pas un souverain politique derrière, mais 19. C'est pour cela que la question de la fédéralisation de la zone est clé. À un moment donné, il faudra qu'il y ait un seul souverain politique. Quelle que soit la façon dont on y arrive, par un code de convergence ou autrement, il faudra qu'un jour il y ait un seul souverain. Et d'ailleurs, si on n'arrive vraiment pas à ce qu'il y ait un jour un souverain politique, il y aura d'autres crises dans la zone euro. Merci. On s'arrête là-dessus. Merci.